Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Forum du Parti de la France. Le principe de l'émission, c'est très simple. Nous avons toujours deux cadres du PDF et un invité qui est un sympathisant. Nous avons ce soir Thomas Joly, président du Parti de la France, Maxime Leroy, délégué national du Nord-Pas-de-Calais, c'est bien cela? C'est ça. Délégué C'est cela? régional. Des Oui. régionales, excusez-moi. Régional. Et Roland Elie, directeur de synthèse nationale, et j'ai vu aussi membre adhérent pardon, du Front National en 1973, quelques mois après sa création. Ça C'est assez remonte à un certain impressionnant, temps. effectivement, depuis le tout début. Oui, Et c'est ça. moi-même, Alexandre Inger, ancien responsable de la cocarde étudiante de Dijon, et aujourd'hui présentateur de cette émission tous les jeudis soirs, on espère. Donc, pendant une petite demi-heure, on va traiter les questions d'actualité. On posera des questions à nos trois participants. Et la demi-heure suivante, ce seront des questions que vous pourrez poser. Donc, vous pourrez lever la main pour tout simplement prendre la parole. Je vous la donnerai et vous pourrez poser des questions soit à nos trois participants ou à un seul en particulier. Commençons directement, moi je vous propose. Nous étions tous les quatre, dimanche dernier, au Trocadéro. Incroyable Oui. meeting, plus de 100 000 personnes quand même. Pour un candidat à 9%, c'est assez fort. Et ce discours était vraiment basé sur la sincérité, sur l'honnêteté. Éric Zemmour nous a même d'ailleurs dit que ses collaborateurs lui disaient qu'il allait parfois trop loin, mais qu'il s'en fichait et que pour lui, seul compte la vérité. Moi, je vous demande, est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est ce qu'il manquait à Marine Le Pen, la prise en compte de la vérité? Vous posez la question à nous trois en particulier ou quelqu'un en particulier? Peut-être à tous ceux qui étaient au Front National. Donc, je pense, Roland Elie, vous y étiez. Vous Maxime savez, Leroy, je ne sais pas. Et Thomas Joly, vous Je y n'y étiez. étais pas. entre le Rassemblement national d'aujourd'hui et le Front national de 1973, où vous avez eu la gentillesse de me rappeler que j'en faisais partie, il y a quand même beaucoup de différences, il faut le reconnaître. C'est la première chose. Mais enfin, vous savez, à chaque époque, ses spécificités. En tout cas, en ce qui concerne la réunion enfin le meeting, le gigantesque meeting de dimanche dernier, force est de reconnaître que malgré toutes les tentatives pour dissuader les gens d'y aller ou pour faire croire que c'était la fin de que Éric Zemmour allait se planter dans ce meeting, eh bien malgré tout cela et tout ce qu'on a pu entendre pendant presque 15 jours, force est de reconnaître que le pari a réussi et que les foules étaient là, la foule était là. Et c'était même très impressionnant. Je crois qu'on aura rarement eu l'occasion de voir un meeting aussi important à Paris. Et c'est ça ce qui est important. Alors maintenant, en ce qui concerne la sincérité, je crois que la sincérité d'Éric Zemmour, personne n'en doute. Comme j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, Éric Zemmour, je crois que la première fois que je l'ai vu, ça le remontait à peu près à 1983. Et déjà, à cette époque-là, il tenait pratiquement le même langage. Et il n'a jamais dévié de sa ligne, et c'est ce qui est intéressant. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, comme vous vous en doutez, en particulier d'une candidate concurrente à cette élection présidentielle. Merci pour votre témoignage. Et moi, j'aimerais avoir aussi votre avis, Thomas Joly, vous qui étiez aussi au Front National jusqu'en 2009. Oui, alors au Front National, nous avons quand même eu un certain nombre de meetings avec une grosse ferveur, mais c'était du temps de Jean-Marie Le Pen. Moi, je n'ai connu le Front National, je n'ai été au Front National seulement quand Jean-Marie Le Pen en était le président, et je me souviens avoir assisté à des meetings, en particulier avant la scission de 1998, où le Front National comptait, c'est là qu'il a compté le plus de militants et de cadres, et il y avait une énorme ferveur dans ces meetings, comme lors de la campagne de 1995. Bon, Roland, lui, a connu d'autres campagnes auparavant, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait plus chez Marine Le Pen. Et là, on a pu voir au Trocadéro quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans la vie politique française, en particulier aux élections présidentielles, c'est-à-dire un rassemblement de foule patriote, de droite, nationale, qui était là au Trocadéro, dans une ferveur militante très impressionnante. Et j'ai pu rencontrer du monde. Donc c'est vrai qu'effectivement, on ne s'est même pas vu avec Maxime Leroy parce qu'il y avait tellement de monde que c'était pas évident de se retrouver. Donc j'ai croisé quelques personnes. Il y avait un certain nombre de cadres et de
militants du Parti de la France qui étaient présents. Mais voilà, j'ai senti une ambiance, une ferveur que je n'ai rencontrée que lors des grands meetings de Jean-Marie Le Pen de l'époque, qui commencent maintenant à dater. Donc c'était vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je tiens à souligner que c'était le seul candidat qui pouvait se permettre de faire ça. N'importe quel autre candidat a du mal à réunir quelques milliers de personnes. On a vu Marine Le Pen qui a péniblement réuni 3000 ou 3500 personnes à Reims, pendant qu'Éric Zemmour aisément remplissait le Zénith de Lille avec 9000 personnes. Donc on voit que la dynamique populaire et militante est chez Éric Zemmour. Elle n'est chez aucun autre des candidats. Là actuellement, Emmanuel Macron a un mal fou à remplir. Je crois que c'est la salle Arena de la Défense, où il y a 30 000 places. Donc je pense qu'il va sûrement payer des figurants ou faire venir des cars de banlieue. Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais il n'est pas en capacité de faire ce que fait Éric Zemmour. C'est bien pour ça que je suis très confiant quant au score d'Éric Zemmour le 10 avril. Il n'est pas possible qu'un candidat avec une telle dynamique populaire, alors que les autres candidats n'en ont pas, fasse un score aussi dérisoire que donnent les sondages. Donc j'ai véritablement confiance. Et le meeting de Trocadéro, c'était une démonstration de force. Alors attention, les militants ne font pas forcément les électeurs, mais une telle démonstration de force va forcément payer dans les urnes. Merci pour votre ressenti. Et du coup, Maxime, j'aimerais vous poser une autre question, histoire que chacun prenne la parole sur ce sujet. Éric Zemmour est donné, on a vu, entre 9 et 12% dans les sondages récents, alors qu'il était proche des 17% il y a quelques mois. Alors, Monsieur Leroy, je vous le demande, trouvez-vous ces sondages fiables d'une part, et d'autre part, pourquoi il y a une telle baisse selon ces sondages, selon vous? Ces sondages ne sont absolument pas fiables. On sait très bien que les sondages sont soit payés directement par des hommes politiques ou trafiqués par les instituts eux-mêmes, sous l'influence du pouvoir en place. Marine Le Pen, c'est simple. Avant chaque élection, elle a tout le temps environ entre 5 et 10 points de plus qu'à l'arrivée. Donc là, on voit que c'est exactement la même chose. On la propulse à 18, je crois 18% ces derniers jours, voire 19. Au final, elle en fera 11 ou 12, comme à chaque fois. Et je pense que c'est aussi le pouvoir en place qui fait en sorte qu'elle augmente en sondage pour que les gens se disent on va voter Marine Le Pen, ce sera le vote utile, au lieu de voter Éric Zemmour. Et comme ça, au moins, voilà. Je pense que Éric Zemmour fait vraiment peur à la Macronie. Donc, ils veulent absolument qu'au deuxième tour, il y ait encore le duel Marine Le Pen-Macron, parce que Macron est assurément gagnant à ce duel-là. Alors que contre Éric Zemmour, je pense que vraiment, ce sera beaucoup plus serré. Et donc voilà, on voit très bien que c'est totalement artificiel. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si ça date d'aujourd'hui ou c'était déjà depuis quelques jours, mais j'ai vu des articles de presse un peu partout qui disent que Marine Le Pen a toutes ses chances de gagner. C'est totalement incroyable. Ils étaient apparemment, c'était vraiment très positif, les articles, en mode, ah, peut-être qu'elle va gagner. Et on voit vraiment que tout est fait pour que Marine Le Pen augmente artificiellement dans les sondages, pour que les gens se disent, on va peut-être voter Marine Le Pen au lieu de voter Zemmour, parce qu'il y a une chance de gagner. Mais voilà, on voit très bien que tout ça est artificiel. Oui, nous avons vu d'ailleurs, il y a même pas 6 heures, c'est tout frais, un sondage qui est sorti de BFM TV qui montrait que Marine Le Pen serait à 47,5% lors d'un Oui. second tour Macron. Ouais, j'ai vu l'article de BFM, c'est incroyable. Si je peux me permettre. Roland, je vous donne la parole. Oui, merci. Si je peux me permettre, bon, vous avez tout à fait raison, Maxime, de souligner tout cela. Mais il faut savoir que depuis le début, Macron n'a qu'une seule ambition, c'est évidemment d'être réélu. Et d'être réélu le plus facilement pour lui, c'est d'être réélu face à Marine Le Pen. Il se souvient du débat de la précédente élection. Et donc, il pense que c'est comme ça. Et depuis quelques mois, enfin depuis le début de l'année, tout est fait pour, selon la bonne volonté des cabinets de conseil qui font en fait sa campagne. Il n'a pas de parti, lui, il a un cabinet de conseil. Donc, tout ce qui est fait, c'est pour faire passer cette idée que de toute façon, Macron sera réélu
puisqu'il est à 30% dans les sondages, mais les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut, surtout Ouais. quand on a les relations que l'on a avec les directeurs des instituts de sondage. Vous savez, rappelez-vous, il y a un livre qui était sorti il y a une dizaine d'années de Philippe de Villiers, où il Mm. racontait comment, à l'époque, il avait, où il était candidat aux élections européennes, c'était dans Ouais. les années 90, comment les instituts de sondage, ils manipulaient les instituts de sondage. Je rappelle que les mêmes instituts de sondage, et Maxime, vous l'avez tout à fait souligné, si on se souvient de ce qu'il racontait, ne serait-ce qu'il y a 9 mois, au moment des régionales et des départementales, où si on les écoutait, 3, 4, voire 5, pourquoi pas 6 régions devaient tomber, Je crois donc que les c'était cartels 6. ouais, l'escarcelle du fond, Ouais. enfin, bon, il y en a eu zéro. Donc, Mm. ça, c'est la deuxième chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce qui concerne le cas d'Éric Zemmour, c'est un cas très particulier dans la mesure où c'est la première fois où il se présente aux élections. Et les autres, les sondages, les sondeurs plus exactement, généralement, quand ils font leur travail, s'ils essayent de faire leur travail honnêtement, ils savent qu'il y a une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, avec Eric Zemmour, ils ne peuvent pas le savoir, puisque ils n'ont pas d'exemple antérieur. C'est exactement la même chose que dans les années 80, lorsque Jean-Marie Le Pen était candidat. On lui donnait dans les sondages un résultat et généralement il faisait 4 ou 5, 3 ou 4 points en plus parce qu'il n'y avait pas cette marge de recul. Bah, c'est exactement la même chose pour Éric Zemmour. Maintenant, si je peux me permettre de parler enfin, de mon expérience personnelle actuelle, il se trouve que là où j'habite, bon, j'ai de nombreux amis qui font campagne pour Éric Zemmour. Il m'arrive assez fréquemment d'aller les aider. Pas plus tard qu'hier matin, nous étions sur un marché et je n'ai pas vu une seule personne me dire qu'elle allait voter pour Marine Le Pen. Je n'en ai pas vu une. J'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour Pécresse, des gens qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour Mélenchon, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour Éric Zemmour, mais j'en ai pas vu une qui m'a parlé, qui m'a dit, vous savez, moi je vais voter. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a parlé du Rassemblement national, c'est pour m'expliquer qu'il l'avait quitté. Donc voilà, c'est la seule personne que j'ai vue qui m'en a parlé. Et ce qui laisse à penser qu'en réalité, tout cela est grossi volontairement, de manière à faire passer cette idée que Marine sera au second tour face à Macron et que l'élection est jouée, donc c'est pas la peine d'aller voter, vous restez chez vous, la messe est dite. Et voilà. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, sont tentés de le croire. Et c'est là où le travail qui doit être fait par les militants, et en particulier évidemment les militants aussi du Parti de la France, car le Parti de la France fait partie des forces qui soutiennent Éric Zemmour. Donc le travail, c'est d'expliquer à tous nos compatriotes que rien n'est perdu, bien au contraire, et que c'est peut-être même la seule chance qu'on ait actuellement de pouvoir enfin bouleverser la vie politique de ce pays. Et en plus, je pense qu'il y a aussi un phénomène un peu de l'intérêt tardif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là, moi, j'écoute pas mal de micro-trottoirs et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en fait, ils ne s'intéressent même pas à l'élection pour l'instant, ni à l'actualité en règle générale, même tout le long de l'année, parce que c'est trop anxiogène pour eux. Donc je pense que là, il y a des gens en fait qui ne connaissent pas encore Zemmour. Zemmour, c'est la première fois qu'il se présente, il y a 6 mois, voilà, il était encore journaliste. Donc je pense que quand les gens, dans les derniers jours, ils vont commencer à s'intéresser à cette élection, peut-être ils vont trouver un tract ou le programme d'Éric Zemmour dans leur boîte aux lettres, qu'ils vont le lire et qu'ils vont se dire, ah ouais, quand même. Et au final, c'était pas forcément ce que les médias disent de Zemmour. Donc je pense que voilà, il y a Tout à cet fait. intérêt tardif. Et d'ailleurs, il y a aussi, il y a quelque chose aussi qu'il faut que je dise, c'est que j'avais vu un sondage qui disait qu'il y avait que 2% des 18-24 ans qui voteraient Zemmour. Donc ça fait 80 000 personnes. Sachant que la génération Z, il y a 25 000 adhérents. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Ce sondage est totalement bidon, 2%, alors que on voit très bien qu'il y a énormément de jeunes. D'ailleurs, au Trocadéro, c'était incroyable. Il y avait, je sais pas, 80% des gens, ils avaient moins de 30 ans. Il y avait aussi beaucoup de femmes. D'ailleurs, ça m'a énormément surpris. Je dirais pas qu'il y avait 50-50, mais il y avait peut-être 35-40% des gens qui étaient des femmes. C'était assez intéressant. C'est tout à fait vrai, oui. Surtout, les jeunes, c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes. C'est vrai que dans nos meetings politiques, on a souvent l'impression de voir des têtes blanches, quoi, aux cheveux blancs. Et là, c'est impressionnant le nombre de jeunes qu'il y a et l'enthousiasme, évidemment, que cela entraîne. Tout à fait. En parlant de jeunes, vous savez, en 2002, moi j'avais 3 ans. Donc je n'ai pas de souvenir de cette époque, surtout d'un point de vue politique. Je sais que vous, Roland Elie et Thomas Joly, vous avez connu. Et cette histoire de sondage, ça me rappelle un petit peu Jean-Marie Le Pen, de ce qu'on m'a dit, il était à 8%.
et il a fait plus du double dans les scores. Donc on espère aussi que Zemmour fera le double de ce qui est annoncé, c'est-à-dire entre 18 et 24%, ce que personnellement je crois. Dernière petite remarque sur Éric Zemmour, et après nous parlerons de McKinsey, si vous voulez bien. Donc, au Trocadéro, nous avons vu plusieurs témoignages de familles des victimes d'attentats terroristes et des racailles. Des images qui, personnellement, et je pense que vous c'est pareil, nous ont fondu le cœur. L'émotion était très très forte à ce moment-là, il n'y avait pas un mot. Et à un moment, à la fin d'une vidéo, on entend le fameux Macron assassin, euh, qui a été relayé dans tous les médias. Est-ce que, j'aimerais vous demander parmi vous trois, est-ce qu'il y a une personne qui est choquée par ces propos? Et est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir par rapport à cette réaction du public? Oui, bah moi je vais réagir. Alors d'une part, bah, je pense que Maxime Leroy pourra réagir puisque je crois qu'il était il était plus proche de la scène que moi. Alors déjà moi effectivement, alors, je suis peut-être malentendant comme Zemmour, mais je ne l'ai pas entendu. Il faut savoir que dans une grande foule comme ça, les slogans qui sont repris ou qui sont scandés par la foule, enfin ou par une petite partie de la foule, n'est pas forcément entendu, tout du moins par les gens à l'arrière. Donc et après le candidat ne peut absolument pas gérer des slogans spontanés qui peuvent sortir d'une partie de la foule. Et moi, je ne suis absolument pas choqué qu'il y ait ce genre de slogan, étant donné qu'il y a, que voilà, c'est un mouvement de foule. Oui, à mon avis, Emmanuel Macron est sûrement responsable de la mort de certaines personnes, peut-être pendant par rapport à sa politique de confinement, par rapport à sa politique, on va dire, laxiste au niveau que ce soit judiciaire ou policier. Donc je pense que oui, effectivement, ça peut même se justifier. Après, c'est sûr que voilà, les mouvements de foule, de colère, qui ont en plus, voilà, ça a eu lieu après quelque chose de très émouvant, des témoignages de victimes. Je pense que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, on va dire, médiatique ni politique, que des gens en colère ont hurlé Macron assassin. Et là, ils essaient d'en faire, c'est-à-dire qu'il fallait absolument trouver quelque chose pour essayer de ternir le succès de ce meeting. Et là, ils se sont engouffrés dans une brèche parce que pendant 15-20 secondes, il y a une partie de la foule qui a crié Macron assassin parce que Macron représente voilà l'État français qui a failli et qui malheureusement a abouti à des centaines de morts du terrorisme en France du fait d'une politique migratoire absolument incontrôlée. Donc forcément, il y a la colère des gens et la colère s'exprime parfois de manière brutale. Donc faut arrêter avec parce que Éric Zemmour, lui, n'a tué personne. En revanche, toutes les personnes que Monsieur Macron, son gouvernement et ses juges ont laissées en liberté, eux, ils ont tué beaucoup de monde. Toutes ces personnes qu'ils ont laissées rentrer en France, eh bien, ils ont tué énormément de monde. Donc là, oui, ça, on peut justifier parfois, voilà, pourquoi pas Macron assassin. Mais en faire tout un battage médiatique et y revenir, parce qu'on en parle encore des jours et des jours, comme si c'était passé quelque chose d'abominable pendant le meeting d'Éric Zemmour, c'est absolument insupportable. Et c'est la seule chose que la presse a trouvée, puisqu'ils ils ne pouvaient quand même pas dire qu'il y avait personne. Ils n'ont quand même pas réussi, parce qu'on voit toutes les images, toutes les photos, toutes les vidéos. On voit que ce meeting a été un succès monumental. Et là, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Alors, ça marche peut-être sur des gens sur des gauchistes, mais je doute que ça ait choqué autre chose que le microcosme de journalistes à la solde d'Emmanuel Macron. Non, mais Oui. je crois que tout à fait, vous avez tout à fait raison, Thomas. Je crois que là, une fois de plus, il fallait trouver quelque chose. Il fallait absolument qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Alors, on a trouvé ce truc de Macron assassin. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu. Bon, j'ai pas fait attention, en tout cas, quand ça a été. Mais bon, il faut relire la psychologie des foules de Gustave Le Bon et tout est expliqué. C'est pas nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il suffit de quelques personnes qui sont pas forcément malfaisantes, mais qui lancent un slogan et très vite, ça prend une proportion énorme. Bon, mais ça, ça a été étudié et c'est prouvé. Mais il fallait là, dans le cas présent du meeting de dimanche, il fallait trouver quelque chose. Alors, ils ont trouvé ça. Ils prennent tous l'air contris en parlant. Mais comme vous le disiez très justement, je ne pense pas que ça joue plus que cela. Et puis de toute façon, si on peut toujours lire la chose suivante, bah oui, Macron, bien sûr qu'il n'a pas assassiné quelqu'un avec un couteau ou un revolver, mais en attendant, il assassine la France tous les jours. Et ça, c'est une réalité qu'on peut difficilement nier. Et lui et son gouvernement, bien sûr. Alors moi, je l'ai non seulement entendu parce que j'étais en fait dans le groupe où c'est parti,
mais je l'ai aussi scandé, notamment plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Macron est effectivement un On le tient. assassin. On va te dénoncer, Maxime. Ah bah, allez-y, allez-y. Effectivement, Macron est Bah, un assassin. Il a fait arriver 2 millions d'immigrés en France, alors qu'on sait très bien que ces populations sont criminogènes. En plus de ça, il nous il vaccine de force des millions de personnes qui n'ont aucun intérêt à se faire vacciner. Des personnes on va dire, à moins de 60 ans, il n'a aucun intérêt à se faire vacciner. On le sait depuis le début. Donc oui, Macron est un assassin. Et d'ailleurs, la vaccination a tué des milliers de personnes. Ça, c'est des bases de données officielles européennes parlent de dizaines de milliers de morts. Voilà, Et on peut c'est des ajouter chiffres aussi les officiels, hein. 220 000 enfants tués dans le ventre de leur mère. Tout à fait, hein, tout à fait, hein. 230 000 tous les ans. Donc oui, mais Macron est un assassin. Et il faut le dire, faut oser le dire. Voilà. Je pense que ça n'aurait pas forcément arrivé dans un meeting de Marine Le Pen, je pense. Parce que tout est aseptisé à que Éric Zemmour libère la parole et c'est quelque chose de très très bien, je pense. Vous savez, Merci pour... si on se souvient en 2017, à l'époque, l'argument qui était employé par les macronistes pour dissuader les gens d'aller voter pour Marine Le Pen au second tour, c'est-à-dire, vous allez voir, si Marine Le Pen est élue, ça sera l'anarchie, ça sera le désordre, ça sera ci, ça sera ça. Bon, il faut dire qu'avec Macron, question anarchie et désordre, on a été servi entre la crise des Gilets jaunes, ensuite la crise sur les retraites avec les grèves qu'il y a eu, et comme vous le disiez à l'instant, en rappelant toute l'affaire de la, du Covid-19 et tout ça. Alors, question anarchie et désordre, on a vraiment été servi avec Macron. De ce côté-là, on peut être tranquille. C'est un mélange d'anarchie et de fascisme, en fait. C'était totalement déstructuré les réponses politiques à effectivement une pandémie. Et encore, c'est même pas vraiment une pandémie parce que le virus n'a pas touché toutes les zones géographiques, mais oui, c'est un mélange d'anarchie et de totalitarisme dans les réponses politiques. Merci à toutes vos interventions. La psychologie des foules de Gustave Lebon, effectivement, je vous le conseille. Le livre a 130 ans, mais il est criant de vérité, je l'avais lu. Moi, personnellement, j'avais entendu voilà, le Macron assassin. J'étais clairement dans la zone où ça s'est lancé Juste aussi, comme Maxime. une petite précision pour la psychologie des foules, Oui. si ça intéresse les gens, ça a été réédité l'an dernier par Synthèse Nationale. C'est pour ça que j'en parle aussi. Ah, parfait. C'est mon quart d'heure ma minute de publicité. Ok, j'avais lu il y a 10 ans, donc c'est vrai que... donc je vais enchaîner sur McKinsey maintenant. En guise de transition, je dirais juste qu'il y avait aussi Macron enculé qui avait été crié plusieurs fois. Personne n'en parle, visiblement, certaines vérités sont plus admises que d'autres. Il y a eu Macron en prison aussi. Le Macron en prison, il y a eu plusieurs fois aussi. Oui. J'aimerais enchaîner sur McKinsey. Là, je vais directement poser la question à Thomas Joly parce qu'il en a parlé sur son blog que vous retrouverez à thomasjoly.fr qui parlait de cette histoire dont on parle, qu'on n'arrête pas de parler. Zemmour n'arrête pas d'en parler depuis 2 jours. Globalement, McKinsey, si vous ne connaissez pas, c'est une société de conseil en stratégie qui a, j'ai lu un petit peu sa page pour préparer cette émission, qui a des embrouilles et des dramas, comme on dit, dans tous les pays du globe, hein, que ce soit les États-Unis ou la Russie, qui a, au sujet de la France, coûté un peu plus de 1 milliard d'euros sur la question de la Covid. Thomas Joly, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur McKinsey et son rapport avec Macron? C'est surtout, je vais souligner, c'est qu'en fait, la plupart de la classe politique, alors les médias, n'en parlons pas, hein, les médias, c'est un silence pour l'instant assourdissant, mais là, ils vont être obligés d'en parler un petit peu plus, étant donné que voilà, ça commence à prendre une grosse ampleur, parce qu'on parle pas d'une petite somme, on parle quand même d'1 milliard d'euros, et on se demande, on en est au point de savoir, il y a tellement eu de choses qui a été gérées par cette société américaine, que on se demande si c'était pas Emmanuel Macron qui était l'employé de McKinsey plutôt que l'inverse. Et Éric Zemmour est quand même très offensif à ce niveau-là. On ne l'attendait pas forcément. Vous savez aussi tous ceux qui disent qu'Éric Zemmour est un agent du système et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, Éric Zemmour se fait mieux que s'engouffrer dans la brèche, c'est-à-dire qui met l'affaire McKinsey sur la table, et il a publié il y a ne serait-ce qu'une heure un message qui est intitulé, parce qu'en ce
ce moment, il publie un message par jour assez développé sur le titre, c'est Macron et McKinsey. Et il le dit en 4 points, en fait 4 scandales. Donc je vais pas vous le relire, vous irez le lire, c'est dit directement sur Facebook. Mais comment il explique que l'argent du contribuable en fait a été jeté par la fenêtre par 3 fois pour s'occuper de faits de société, donc maintenant rémunérés avec les impôts des Français. Et en plus, il s'avère qu'Emmanuel Macron a fait travailler la société McKinsey gratuitement pour sa campagne, et que là, on s'aperçoit qu'en fait c'est un retour de bâton, plutôt comment on appelle ça, une récompense en fait, avec l'argent du contribuable, puisque McKinsey a gratuitement aidé Emmanuel Macron pendant sa campagne. Et du coup, Emmanuel Macron dépense 1 milliard pendant le quinquennat pour cette société. Donc il y a forcément quelque chose de très louche là-dedans. Et ce qui est étonnant, c'est que le PNF, le parquet national financier, et pour l'instant, aux abonnés absents. On sait qu'il s'était précipité sur François Fillon, voilà 5 ans, pour son histoire de costume. Mais là, pour un scandale à 1 milliard d'euros, pour l'instant, on n'a pas entendu parler que le parquet national financier se soit saisi de cette affaire qui apparaît certes pendant la campagne, mais qui est réelle. Et donc là, Éric Zemmour en parle depuis 2 jours et demande que toute la lumière soit faite. Il a tout à fait raison là-dessus. Et je reviendrai par exemple aussi sur quelque chose de très étrange qui n'a évidemment pas été souligné par les médias d'État. C'est la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron de la somme de 500 000 euros. Voilà, il a dû déclarer à peu près la même chose que Nathalie Arthaud. Voilà, enfin, c'est absolument ridicule alors qu'il était banquier chez Rothschild. Alors, soit c'est un flambeur, c'est le plus mauvais gestionnaire possible et imaginable au monde, ou alors il y a de l'argent qui est caché ailleurs. Mais là, comme par hasard, on voit de grands investigateurs de presse qui se précipitent pour savoir qui a crié Macron assassin lors du meeting du Trocadéro pendant 15 secondes. Là, comme par hasard, les journalistes ne s'intéressent pas à ce qui s'apparente comme un scandale d'État. Donc voilà, je pense que c'est important. Alors les gens n'y comprennent pas grand-chose, puisque vous vous souvenez, l'adage de Charles Pasqua, c'était voilà, quand on est embêté par une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire, et après une affaire dans l'affaire dans l'affaire, jusqu'à temps que les gens n'y comprennent plus rien. Et là déjà, bon, ça peut se comprendre pour les gens qui s'intéressent un petit peu à la politique, mais pour les gens qui sont dépolitisés, pour eux, pour l'instant, l'affaire McKinsey, c'est quelque chose de très abstrait. Mais voilà, il suffit de dire aux gens qu'on a dépensé 1 milliard dans un cabinet de conseil, avec voilà des conseils qui peuvent s'apparaître, soit des conseils qui étaient en fait peut-être des directives qui viennent de je ne sais où, notamment pour ce qui est toute la gestion du Covid et du confinement, ou soit pour des rapports, vous savez, ces fameux rapports bidons qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à creuser, et je pense que Éric Zemmour a tout à fait raison cette fin de campagne d'appuyer là où ça fait mal pour Emmanuel Macron. Surtout lorsque l'on apprend que certains personnes qui travaillent pour McKinsey ont des accointances financières avec des cabinets, avec des laboratoires comme Pfizer. Comme on l'a appris aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, enfin j'en ai entendu parler tout à l'heure à la télévision. Voilà, ça fait partie vraiment de cet ensemble de suspicions qui doivent apparaître au grand jour. Rappelez-vous, vous savez, Giscard d'Estaing en 80 est tombé sur l'affaire des diamants. Et l'affaire des diamants, elle a éclaté très peu de temps avant l'élection. Et Giscard d'Estaing était au plus haut dans les sondages quelques mois, quelques semaines avant les élections. Et il a finalement été battu par François Mitterrand, en gros, par cette affaire de diamants. Tout à fait. Et moi, je rajouterais aussi que ce scandale de McKinsey, c'est aussi le scandale de la haute fonction publique, parce que, en fait, ces consultants de McKinsey, ils font le travail qu'auraient dû faire les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires. La France est, je pense, le champion du monde des fonctionnaires. On est les champions du monde pour créer des fonctionnaires. On en crée depuis 40 ans. Et malgré ça, on fait appel à des sociétés privées de conseil. C'est vraiment totalement incompréhensible. Je pense qu'en fait, Macron, quand il arrive au pouvoir, il s'est rendu compte que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires, en fait, étaient totalement nuls.
les énarques étaient totalement nuls également. Du coup, il s'est dit, bon, bah, le privé fera mieux les choses. Sauf qu'il y a d'énormes conflits d'intérêts. Roland l'a rappelé que effectivement, McKinsey conseille Pfizer et McKinsey a conseillé énormément d'États dans le monde concernant sa politique contre le Covid. Donc on voit très bien qu'il y a des conflits d'intérêts énormes. Tout ça fait partie en fait d'un capitalisme de connivence, ce qu'on appelle, c'est vraiment la collusion entre le politique et le privé. C'est quelques multinationales qui ont tout pouvoir grâce aux politiques. Voilà, mais je pense que vraiment, le vrai scandale, c'est que voilà, nous avons des millions de fonctionnaires qui ne servent à rien en fait. Voilà. Effectivement, c'est malheureux en espérant que Zemmour arrivera mieux à gérer tout ça. D'ailleurs, concernant Macron qui déclare 500 000 euros de patrimoine, ce qui est quand même assez drôle, il s'est justifié avec une maison qu'il a rénovée, et il a remboursé des emprunts. Moi, je pense surtout qu'il était un grand banquier et qu'en termes d'optimisation fiscale, il doit s'y connaître pas mal. Concernant un thème que j'aimerais aborder avec vous, surtout que là, je vais vous poser une question qui, je pense, vous fera plaisir parce que ça va un petit peu réveiller votre créativité. On le sait, le Parti de la France soutient la candidature d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a annoncé relativement récemment un ministère de la remigration. Si M. Zemmour était face à vous actuellement, face à nous, quels conseils lui donneriez-vous pour mener à bien le retour du pays pour les migrants, pour les racailles, excusez-moi, et pour les délinquants en situation régulière? Oui, alors moi ce que j'expliquerais à Éric Zemmour, mais je pense pas que à Éric Zemmour, c'est qu'en fait déjà en coupant les pompes aspirantes de l'immigration, il y aura déjà une remigration volontaire, on va dire une remigration heureuse. Voilà, comme c'est un peu le slogan de le slogan de Fabien Roussel, le communiste. Enfin, pas la remigration heureuse, hein, le retour à la France heureuse ou je sais plus quoi, quelque chose de ce goût-là. Donc il y aura la remigration heureuse, c'est-à-dire que les gens seront heureux de partir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y aura plus rien à gratter, eh bien Mamadou et ses 3 femmes, eh bien repartira de lui-même, soit dans un pays européen gauchiste qui acceptera toujours de lui donner des allocations pour qu'il ne travaille pas, ou soit il retournera au pays parce qu'il n'y aura plus rien à gratter en France. Donc déjà, d'une part, il y aura cette remigration volontaire. Ensuite, il y aura une remigration qu'il faudra que les pouvoirs publics mettent en place au sein d'un ministère, effectivement, de la remigration, qui, à mon avis, a une vocation éphémère, provisoire, parce que l'objectif, c'est que le ministère de la remigration ne serve plus à rien, puisqu'il n'y aura plus personne à remigrer. Donc, il faut que ce ministère dure le moins longtemps possible. Effectivement, il faudra mettre en place, en particulier pour expulser tous les délinquants étrangers, tous les criminels étrangers, toutes les personnes en fait aussi inassimilées et inassimilables, et ceux qui ne voudraient pas partir, eh bien il faudra que ce ministère de la remigration, en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports, eh bien mette en place le retour collectif d'une certaine population qui ne sera plus désirant en France. D'ailleurs, qui n'est toujours pas désiré, puisqu'on n'a jamais fait de référendum auprès de la population française pour savoir s'ils voulaient accueillir toute l'Afrique chez nous. Donc voilà, ces gens-là, il faudra organiser ça de manière administrative et également policière, et donc il faudra effectivement un ministère très important, mais on pourra par exemple utiliser des fonctionnaires qui ne servent pas forcément à grand-chose au sein du ministère de la culture ou je ne sais quoi, ou au sein des travailleurs sociaux. Et bien voilà, ça les changera. Et puis ceux qui ne veulent pas procéder à la déportation de leurs frères africains, eh bien ils n'auront qu'à exercer leur talent ailleurs que dans la fonction publique. Mais voilà, moi je suis fonctionnaire moi-même, et je pense qu'il faut des fonctionnaires, mais sauf qu'il faut qu'ils soient employés à bon escient. Et je suis tout à fait favorable à ce que des fonctionnaires qui ne servent à rien dans
dans un ministère soit transféré dans un autre ministère pour pouvoir donner un coup de main. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Je suis ravi qu'Éric Zemmour ait malheureusement peut-être un peu tardivement, mais dans la campagne peut-être pour se relancer, en particulier face à l'électorat du Rassemblement national, puisqu'on a tout de suite vu que Monsieur Bardella et Madame Le Pen ont dit que c'était une horreur, oh là là, que la remigration, ça allait contre les valeurs républicaines. Enfin voilà, ils ont réagi comme des gauchistes qu'ils sont d'ailleurs, le candidat que l'on soutient a enfin employé déjà ne serait-ce qu'un terme et expliqué qu'il y aurait un retour organisé, un retour massif organisé, puisque même si il estime que c'est pas suffisant, lui il propose en un quinquennat d'en renvoyer 1 million. Mais je pense il propose d'en renvoyer 1 million, mais je pense qu'en donnant ne serait-ce que des signes comme quoi les étrangers européens ne sont plus les bienvenus en France, il y en a déjà d'autres qui ne viendront plus, et en plus, il y en a qui vont partir d'eux-mêmes, c'est évident. C'est mathématique, c'est scientifique, on va dire, c'est logique, puisque à partir du moment où les étrangers n'auront plus la possibilité de vivre autrement que par le fruit de leur travail, et qu'il y aura l'exclusivité nationale pour l'ensemble des prestations sociales, eh bien, ils partiront d'eux-mêmes, puisque s'ils sont si nombreux en France, c'est bien parce qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir des avantages qu'ils n'auraient pas ailleurs. Donc voilà, ce ministère, je pense, a un bel avenir, mais l'objectif est qu'il dure le moins longtemps possible et que la remigration se fasse le plus rapidement possible. Le fondateur de Baraka City a dit qu'il allait aider Éric Zemmour à réémigrer les musulmans en Afrique s'il était élu. C'est assez marrant. Bah, il a raison. De toute façon, il y a bien un moment où, à partir du moment qu'on veut arrêter l'immigration et qu'on veut renvoyer chez eux tous ceux qui n'ont rien à faire ici, euh, un ministère de la remigration n'a rien d'exceptionnel. C'est logique, c'est tout à fait logique. Alors qu'il y a des gens qui prennent l'air choqués en disant ça, en écoutant ça, je veux dire, bon, bah, euh, c'est c'est- 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 c'est pas normal. À partir du moment qu'on voudra réorganiser, renvoyer tous ceux qui ne sont qui n'ont rien à faire ici, ce ministère aura son utilité. Un point, c'est tout. Voilà. Oui, absolument rien de choquant à ça. Et en plus, j'ai trouvé Éric Zemmour assez soft parce que donc Macron, en 5 ans, a fait venir 2 millions d'étrangers. Et effectivement, Zemmour parlait de 1 million de renvois. Ah, comme disait Thomas, effectivement, c'est peut-être uniquement les gens qui vont renvoyer de force. Et du coup, automatiquement, il y aura des gens qui vont partir d'eux-mêmes. Mais du coup, ouais, j'avais été assez déçu quand il avait annoncé ça, mais je pense qu'effectivement, c'était uniquement les renvois de force. Alors moi, je dirais à Eric Zemmour qu'en fait, on pourrait lui dire de mettre une proposition, notamment au niveau intervention militaire à l'étranger. Je pense notamment au Mali. Pour moi, j'aurais été vraiment tout à fait favorable à envoyer les Maliens avec la double nationalité au Mali, combattre dans notre armée. Donc les Maliens, on les aurait mis dans l'armée française et on les aurait envoyés au Mali faire la guerre. Au lieu d'envoyer des Blancs se faire tuer, des Français de souche se faire tuer, ben, on aurait envoyé les Maliens. On aurait vu s'ils avaient effectivement... ouais, on aurait vu où est leur allégeance. Voilà. Enfin là, après, c'est une question d'organisation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de Maliens dans l'armée française pour pouvoir aller au Mali. Mais c'est un autre problème, là, le problème de Ah, la bah ça, guerre. on les aurait, on les aurait C'est forcés à aller dans l'armée, hein. Mobilisation générale des Maliens, et voilà. Oui. Il aurait fallu mettre un bureau de recrutement à Montreuil pour ça. C'est ça, Euh, c'est ça. Alors, Salut pour la moi, question je voudrais conclue. juste Il souligner, y a je voudrais, ju- je voudrais juste souligner quelque chose, c'est que alors vu que c'est arrivé assez tardivement dans la campagne, je pense que c'est une stratégie de campagne d'Éric Zemmour et Oui, oui, oui. je salue le fait qu'Éric Zemmour écoute ses conseillers peut-être les plus radicaux plutôt que les plus tièdes sur ce sujet. Donc je pense que c'est une belle avancée, on va dire idéologique de la part d'Éric Zemmour, qui n'avait pas abordé le thème remigration jusqu'alors. Donc je pense que ça a son intérêt. En fait, plus le discours d'Éric Zemmour se radicalise et se droitise, mieux c'est pour les idées de droite nationale.
Oui, je pense que c'était fait exprès. Une campagne dure 5 mois et Zemmour sait très bien faut pas qu'il y ait un essoufflement dans la campagne. Je pense qu'il gardait ça sous le coude. Et alors, ça, très certainement, des conseillers lui ont dit de pas le faire. Je pense notamment à sa nouvelle compagne, qui a l'air d'être une tiède de l'extrême. Mais oui, il a eu totalement raison de faire ça à ce moment précis de la campagne. Ça relance un petit peu sa campagne. Et si ça peut d'ailleurs, C'était tout à fait nécessaire et tout à fait logique, cette histoire de ministère de la remigration. Je le répète, hein, à partir du moment qu'on arrête l'immigration et qu'on veut que les gens rentrent chez eux, qu'il y ait un ministère pour ça, il n'y a rien de surprenant. Là, c'est tout à fait logique. exactement, et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de médias, et notamment même Marine Le Pen elle-même, dire que c'était une mesure ignoble, horrible, etc. Il y a un sondage qui est paru le 27 mars, donc il y a 4 jours sur Opinionway, un institut de sondage, qui montre que 55 quand même, 55% des Français sont d'accord avec Zemmour sur la question du ministère de la remigration. Donc c'est quand même très positif. Et Oui. du coup, bah, si vous le voulez bien, on va enchaîner sur un sujet qui évidemment nous concerne tous, parce qu'on a tous été impactés par les mesures concernant la Covid. Emmanuel Macron, encore lui, nous a annoncé le 23 mars un retour possible du masque. Ça fait maintenant à peu près 2 semaines, presque 3, que les Français peuvent revivre à nouveau sans avoir ce masque. J'aimerais savoir quelle est votre position, bien sûr, par rapport au masque, et pensez-vous que le retrait de celui-ci était motivé par des raisons électorales ou plutôt par des raisons sanitaires? Oui, Je alors donne la parole à Thomas Jup. concernant le masque, moi ce que je crois, c'est que Emmanuel Macron, donc là évidemment il avait décidé de relâcher la bride, de relâcher un peu la laisse sanitaire pendant les élections. C'était, je pense, une obligation, on va dire, de campagne pour lui. Mais peut-être, il s'y attendait peut-être pas, mais c'est qu'en fait, ça a déplu à un noyau dur de son électorat, c'est-à-dire les boomers macronistes, qui se sont inquiétés que on tombe le masque aussi facilement. Et donc, je pense qu'il a répondu à son électorat boomer en expliquant attention, attention, je prendrai mes responsabilités et il y aura le retour du masque, le retour des gestes barrières, du gel hydroalcoolique. C'est une sorte de nouvelle religion, en fait, pour ces boomers cinglés, vous savez. Ces vieux tarés que l'on voit seuls en voiture avec un masque, toute fenêtre fermée, qui ne quittent jamais leur masque et qui vous regardent d'un drôle d'air si vous vous approchez à moins de 2 mètres d'eux alors qu'ils sont masqués jusqu'aux sourcils. Donc oui, voilà, ce masque est inutile du début à la fin. De toute façon, c'est écrit sur les boîtes que le masque, la plupart des masques qui sont vendus n'empêchent pas la transmission d'un certain nombre de choses. Donc c'est complètement bidon, mais là Emmanuel Macron en fait répond à un certain électorat. Est-ce que les électeurs, voilà, si vous avez autour de vous, là je parle à nos auditeurs, si vous avez autour de vous des gens qui hésitent à voter, qui veulent s'abstenir ou ce genre de choses, qu'ils sachent bien que si Emmanuel Macron est réélu, on repart pour un cirque sanitaire pendant 5 ans. C'est-à-dire que le plus rapidement possible, peut-être même avant septembre, il remettra en place le pass sanitaire, le pass vaccinal, le masque partout, en particulier pour nos enfants. C'est quelque chose de honteux. C'est que nos enfants, pendant presque 1 an et demi, ont été masqués du matin au soir dans les écoles et même dans les cours de récréation. C'est de la maltraitance, c'est absolument ignoble ce qui a pu être fait pour nos gamins, parce que pour eux, plus ils sont jeunes, 1 an et demi, pour eux, c'est énorme, c'est une grande partie de leur vie, et en particulier, une partie de leur vie où ils sont en phase d'apprentissage, et là, on les a masqués, on leur a empêché d'avoir des relations sociales, on leur a fait croire en plus que ils allaient contaminer la population, enfin qu'ils étaient des dangers en puissance. Donc voilà, il faut savoir que tout ceci reviendra dès qu'il y aura le moindre petit rebond, comme là actuellement. Hein. On dit voilà, il y a des gens découvrent qu'on peut attraper le rhume plusieurs fois par an, quelques fois. Enfin bon, voilà, parce que le Covid, c'est revenu à peu près à ça. Donc là, je pense que il faut bien prévenir les gens que si Macron est réélu, on repart pour un quinquennat de cirque sanitaire, de contraintes,
privation des libertés, et ça a fonctionné sur certaines personnes, et en particulier les boomers. Alors attention, je ne parle pas voilà, des gens qui correspondent aux boomers patriotes et qui sont suffisamment sains d'esprit pour comprendre que le cirque sanitaire n'est en fait qu'un cirque politique, mais par contre, pour tous ces boomers macronistes qui ont trouvé dans ces mesures sanitaires de restriction des libertés, voilà, un nouveau moyen d'emmerder le monde autour d'eux, de poser des contraintes et d'emmerder la France entière, puisque c'est principalement cette catégorie de population que l'on a pu voir, qu'on a pu voir respecter à la lettre et même dénoncer. Comment faire de la délation sanitaire, de réclamer des mesures encore plus strictes, car ces gens existent, il en existe, et c'est principalement l'électorat d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi des jeunes, complètement fous qui gardent encore le masque, qui sont en pleine santé, qui ont même déjà eu le Covid. Quelquefois, on pourrait dire, bah tiens, les gens ont eu le Covid, bon, bah, ça y est, ils vont être un peu plus raisonnables, ils vont être un peu moins névrosés là-dessus. Eh bien, non, ils continuent à porter les masques. Alors, déjà que j'ai du mal à le comprendre des boomers, mais alors quand je vois des jeunes masqués jusqu'aux sourcils, qui ont peur d'attraper le rhume, on peut être certain que voilà, dans cette société complètement dégénérée, dévirilisée, on va avoir du mal, évidemment, à redresser la France. Mais c'est pas vraiment sur eux qu'on compte, c'est plutôt sur le public qu'on a pu voir au Trocadéro dimanche dernier. Ah, vous savez, dans cette histoire, on tombe en plein dans l'irrationnel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'imaginent tout et n'importe quoi. On a géré cette crise avec un jour c'était comme ci, le lendemain c'était comme ça, le troisième jour c'était encore comme autrement. Bon, on est dans l'irrationnel total et c'est un moyen formidable pour pouvoir formater la population, pour pouvoir leur faire croire à n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, à partir du moment qu'on a réussi comme ça, eh ben, on peut réussir sur beaucoup d'autres choses. Et finalement, c'est un petit peu le propre du système actuel qui ne sait pas comment se dépatouiller de toutes les crises, de tous les crimes même qu'il a fait contre la France. On parlait tout à l'heure de Macron assassin, et bien de tous les crimes qu'il a fait contre la France. Eh bien, on noie tout ça dans cette espèce de, de, enfin, de tout ce qu'on a pu faire depuis quelques années, enfin depuis 2 ans, avec cette crise sanitaire et tout ce qu'on a pu raconter. En tout cas, je pense que si Macron remet les masques, je ne pense pas que ce sera avant le premier ni avant le deuxième tour. Parce qu'avec l'inflation qui explose, je pense que s'il rajoute ça en plus, il risquerait de voir arriver des centaines de milliers de Français dans les rues. Et je pense pas que ce serait une très bonne publicité pour lui en pleine campagne électorale. Cependant, après, s'il est réélu, peut-être qu'effectivement, il le remettrait pour faire plaisir à sa base électorale de vieux boomers, effectivement. Mais sinon, je suis même pas sûr parce que si son deuxième quinquennat recommence avec des manifestations géantes, hein, et je pense qu'il en a assez bavé en 5 ans. Je sais pas trop. J'avoue que personnellement, je sais pas trop. Tout ce qui est sûr, c'est que ces masques ne servent strictement à rien. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les masques pour les coronavirus ne servent strictement à rien. Pour la grippe, ça un peu plus parce que les coronavirus, c'est surtout sur la transmission par rapport aux mains. Et le virus de la grippe, c'est plus par voie orale. Donc le masque sert plus pour la grippe que pour le Covid. Et d'ailleurs, on l'a vu, les masques, à partir du moment où les masques n'ont plus été obligatoires, bah, la grippe est revenue en France. Je ne sais pas si vous avez eu des amis qui ont eu la grippe, mais la grippe est revenue 2 ans après. Incroyable. Il y a d'autres maladies que le Covid. Il y a énormément de gens qui pensaient avoir le Covid et en fait, c'était juste une grippe. Donc voilà. Après, Était-elle vraiment partie? Était-elle vraiment partie? C'est la question qu'on peut poser. euh, Curieusement, d'une année à 1900, pardon, de 2019 à 2020, le nombre de personnes atteintes de la grippe avait chuté d'une manière vertigineuse. Et voilà, il fallait que tout le monde ait le Covid, donc le oui. Covid montait. Voilà, on est dans l'irrationnel dans cette histoire-là. Donc Macron a su très bien, enfin a su s'en servir maintenant, effectivement, comme vous le dites très justement, Maxime, est-ce qu'il s'en servira? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, il ne s'en servira pas d'ici les élections, ça c'est clair. Non, non, ça, j'y crois pas non plus. Ça me paraît très, très risqué. Même si ça ferait plaisir à son électorat de base, je pense que ces gens sont tellement aveuglés qu'ils seraient capables de revoter pour Macron alors qu'ils
il aura fait en éclair sa réforme des retraites. Enfin voilà, ces gens sont totalement hypnotisés. Je pense que... ouais. Mais bon, il se mettrait par contre à dos beaucoup de Français en faisant ça. Je vous remercie concernant la Covid-19. Évidemment, ce qui a tué la Covid-19 médiatiquement parlant, c'est la guerre en Ukraine. Évidemment, nous sommes obligés d'en parler ce soir, ça fait partie de l'actualité. J'aimerais vous demander surtout, Thomas Joly, quel est l'avis du PDF par rapport à demain, parce que demain c'est le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. L'essence devra être payée en roubles pour les pays inamicaux à la Russie. Et aussi, l'essence a été promis comme moins chère par rapport à Macron, qui avait promis une baisse de 15 centimes le litre, il me semble. J'ai vu que tu avais publié sur Facebook et Twitter la réalité des prix d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est une mascarade, cette histoire de diminution de 15 centimes? Alors, il y a deux questions. Tout d'abord, je vais tout d'abord répondre sur l'Ukraine. Sur le conflit en Ukraine, on nous demande régulièrement, au parti de la France, quel est votre avis sur ce conflit. Déjà, tout conflit qui se déroule en Europe est déjà, je pense, nocif pour les Européens. Le parti de la France a décidé, comme son nom l'indique, de prendre en compte uniquement les intérêts de la France et des Français. Voilà, avant de se positionner en gendarme moralisateur du monde, vu l'état actuel économique, social, identitaire de la France, il faut se soucier de nos intérêts en priorité. Et nos intérêts en priorité, c'est que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Et je pense que c'est l'intérêt également des Russes et également des Ukrainiens que cette guerre s'arrête le plus vite possible, qu'il y ait le moins de morts possible, qu'il y ait le moins de destruction possible et qu'il y ait le moins de retombées économiques possibles que partout dans le monde, mais aussi en particulier en Europe et en particulier en France, puisque ça provoque une crise énergétique, peut-être même une crise alimentaire qu'il faut essayer d'éviter absolument. Et l'augmentation du prix de l'essence et du gaz par la même occasion est une catastrophe pour nos compatriotes les plus modestes. L'augmentation, elle est énorme du prix du carburant et aussi du prix pour se chauffer. Beaucoup n'avaient déjà d'ailleurs pas attendu les conseils avisés du gouvernement de baisser de quelques degrés pour soutenir l'Ukraine ou pour combattre Poutine. C'est absolument ridicule. Et donc maintenant, les gens n'ont plus les moyens de remplir leur cuve à fioul ou ne serait-ce que de mettre de l'essence pour aller travailler. Je parle bien, c'est-à-dire que voilà, les gens avec un petit salaire qui ont un peu de route, c'est une catastrophe terrible que cette augmentation du prix du carburant. Et l'État n'a absolument pas voulu anticiper ça, n'a absolument pas voulu anticiper. Ils auraient pu le faire, et ils auraient pu le faire immédiatement. C'est-à-dire qu'un État qui est capable en quelques jours de décider le confinement de 70 millions de personnes n'est pas capable de baisser des taxes sur le litre d'essence. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Et là, on a pu voir qu'un certain nombre de stations-service ont augmenté leur prix là depuis 2 jours pour que les 15 ou 18 centimes de prime de l'État, qu'on aura en moins sur le litre de carburant, en fait, on va même pas le sentir puisque ce sera sur des prix déjà tellement élevés que on va payer notre litre d'essence 1,90 €. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est heureux. Et en plus, c'est avec notre argent. C'est-à-dire que cette prime d'État va être défalquée de nos impôts. Donc ça n'a pas de sens. Je pense que ce qu'il fallait faire en priorité, c'est baisser drastiquement les taxes pour qu'on ait un litre de gasoil abordable, et encore abordable quand même Éric Zemmour le dit. Lui, il est pour un blocage du prix à 1,80 €, mais il dit, même en disant ça, j'ai l'impression de dire une énormité, 1,80 € le litre de gasoil. C'est-à-dire que là, c'est une baisse dramatique du pouvoir d'achat. On a pu le voir également aussi dans tous les produits alimentaires sont en train d'augmenter. Et de manière artificielle, de manière totalement spéculative, puisqu'il n'y a une pénurie de rien pour l'instant.
C'est-à-dire que en carburant, en essence, en fuel domestique, il y a un stock à peu près de 6 mois. Donc l'augmentation qu'il a actuellement, c'est un affolement des marchés, comme quoi on est bien dépendant de la spéculation. Et vous inquiétez pas, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles. Il n'y a pas que l'État. Hein. Il y a ceux qui jouent avec le prix du blé ou avec le prix du gaz ou avec le prix des hydrocarbures en général, et qui se retrouvent dans une situation de paupérisation, c'est-à-dire que les classes moyennes et les classes populaires, qui on se demande comment ils vont parvenir à s'en sortir. Donc là, avec des gadgets d'une prime de 15 à 18 centimes, voilà, ça va au mieux, ça va vous faire le litre de gasoil à 1,90 €. Mais c'est démentiel, c'est presque 2 euros. Donc il y a forcément donc oui, c'est vrai que les deux questions étaient liées, c'est-à-dire qu'il faut œuvrer, si on peut encore, si la France a encore une voix, mais malheureusement, comme le dit Eric Zemmour, Emmanuel Macron est le petit télégraphiste de Washington, et il n'a plus du tout de poids sur la scène politique internationale. D'ailleurs, je ne sais pas s'il continue de harceler Vladimir Poutine au téléphone. Bon, je pense qu'il a dû arrêter parce que ça ne sert strictement à rien. Vladimir Poutine est sur sur une conception de la géopolitique comme ça a pu exister au XXe siècle, c'est-à-dire sur le rapport de force qui est la véritable en fait géopolitique réelle, plutôt que sur la moraline du droit international ou des valeurs de l'Europe ou je ne sais quoi. De toute façon, à partir du moment où on n'a pas de colonne de chars et d'escadrilles d'avions, c'est ça qui fait là dans l'état actuel des choses. On n'en est plus à la discussion aux leçons de morale, on en est à une guerre en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens, et voilà, on n'en est plus aux mots, on en est aux faits. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête le plus vite possible, puisque de toute façon, en plus, avec ces sanctions complètement débiles qui vont surtout nous sanctionner, nous, ça ne va pas sanctionner véritablement la Russie, qui trouvera toujours des pays à qui vendre son blé, à qui vendre son gaz, mais c'est nous que ça va sanctionner, c'est nous que ça va appauvrir, c'est nous qui allons payer le prix de cette politique complètement antinationale, puisque ces sanctions en fait ne sanctionnent que nous-mêmes, ne sanctionnent que les pays occidentaux qui sont dépendants que ce soit d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue énergétique de la Russie. Donc voilà, il faut savoir raison garder, pas avoir une sorte de neutralité, et surtout voir en priorité les intérêts économiques, stratégiques et politiques de la France et des Français avant tout. Hein. Au parti de la France, c'est ce qui nous intéresse avant tout, plutôt que de se mettre derrière les États-Unis, derrière cette vieille épave sénile de Joe Biden, qui est en fait que le cadavre réanimé par l'État profond américain, suite à cette parenthèse, on va dire, avec Donald Trump, qui a été salutaire pour les États-Unis, mais qui n'a malheureusement pas duré assez longtemps. Tout à fait, tu es totalement d'accord, Thomas, et en fait, c'est un moment très mal choisi pour Macron, parce qu'aujourd'hui, il a annoncé qu'il ne souhaitait pas payer le gaz russe en roubles, donc on devra automatiquement se priver du gaz russe, parce que Poutine, c'est une exigence de Poutine, et en ce moment, il y a une vague de froid qui arrive en France, donc une vague de gel qui va arriver, je crois que c'est cette nuit ou dans les nuits prochaines, qui risque de détruire 80 à 100% des récoltes. Donc je pense que ça concerne aussi le blé. Donc avant, nous étions totalement indépendants au niveau du blé, parce que nous en vendions même partout en Europe. Ce n'est plus du tout le cas depuis 10 ou 15 ans. Donc on est aussi dépendant du blé, et si les récoltes sont détruites à cause de ce gel, et que Macron refuse d'acheter à la Russie, ça va être catastrophique. Il va y avoir effectivement des pénuries. Et des pénuries, en plus de ça, il y a l'inflation. L'inflation n'est pas forcément toujours due aux pénuries. L'inflation est due aux politiques monétaires, notamment de la BCE et de la Fed aux États-Unis. Ça fait 15 ans que la BCE pratique la planche à billets, donc imprime des euros. En plus de ça, depuis 2 ans, tous les gouvernements européens ont dépensé des milliards, des centaines de milliards pour soi-disant combattre le Covid.
Tout ceci a eu comme conséquence l'augmentation de la valeur de la monnaie et des prix, du coup. Donc, tout ça cumulé, donc, ça va être catastrophique, en fait. Je pense que on va vivre des moments assez difficiles. Les Français, du coup, vont vivre des moments assez difficiles. Et ce n'est que le début. Moi, je sais que personnellement, tout à l'heure, nous parlions d'essence, de plein de gasoil ou d'essence. Moi, avant, je faisais un plein pour 70 euros. Hier, j'ai fait mon plein, j'en ai eu pour 89 euros. Donc, ça fait 20 euros d'augmentation. Pour des personnes qui font un plein toutes les semaines, ça fait 100 euros dans le mois. Pour un smicard, c'est juste pas possible, en fait. C'est impossible. Donc, je pense que là, les Français vont le sentir passer et ça risque de faire très, très mal. Oui, alors Un dans cette dernier- histoire, pardon, allez-y Alexandre. Justement, j'allais te donner la parole, Roland Elie. Voilà. Dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, bon, la première chose, c'est que ce qui est navrant, c'est que c'est un conflit entre deux nations européennes, deux nations blanches, deux nations chrétiennes. Et au moment où l'Europe dans son ensemble est menacée par d'autres civilisations, ce conflit pourrait sembler inopportun. Bon, ça c'est une première chose. Enfin, une fois que c'est dit, ça change pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, comme toujours, et comme le soulignait très justement Thomas Joly tout à l'heure, la France n'a pas d'ennemis, elle n'a pas d'amis, elle n'a que ses intérêts. Et donc ce conflit, évidemment, nous amène à nous positionner euh, par rapport aux uns aux autres. La, la Macronie a choisi évidemment de se mettre aux côtés de l'Ukraine avec tout ce que ça peut représenter comme campagne de désinformation, de pseudo-solidarité, tout cela sur un ton larmoyant et absolument détestable. Bon, bien sûr, je ne nie pas qu'il ne peut pas être très agréable d'être aujourd'hui ukrainien ou même russe à Mariupol. Mais enfin, bon, ça fait depuis 2014 que les Ukrainiens bombardent le Donbass, ça n'a choqué personne. Pendant 70 jours, il y a une vingtaine d'années, l'OTAN a bombardé Belgrade, ça n'a choqué personne. Bon, aujourd'hui, on est affolé, enfin, on verse toutes les larmes de crocodile que l'on veut dès que il y a une ville ukrainienne qui est bombardée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'il faudrait, et ça, Éric Zemmour a tout à fait raison de le souligner, c'est passer au stade de la négociation pour que tout le monde puisse sortir la tête haute dans cette affaire. Alors évidemment, vous avez tous les va-t-en-guerre de la Terre, style Jadot, qui sont là en train de dire il faut armer, il faut envoyer des armes, il faut ci, il faut ça. Bon, venant d'un type comme Jadot, ça laisse doucement rigoler. Mais tous ceux qui préconisent le boycott de la Russie, bon, la Russie, le boycott, elle n'en a rien à faire. Elle a du pétrole, elle a du gaz, elle a du blé, elle a tout ce qu'on veut. Alors peut-être qu'elle n'aura plus l'Eurovision, peut-être qu'elle n'aura plus de Dom Pérignon, enfin ils s'en passeront, hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour le reste. Donc tout cela, c'est des effets d'annonce, c'est pour rassurer les bobos, c'est pour rassurer les boomers, mais ça ne change rien à la situation. La seule réponse à tout ça, c'est de faire tout ce qui est possible pour qu'une négociation puisse s'engager le plus rapidement possible, de manière à ce que ce conflit s'arrête et qu'on revienne à des choses réelles, c'est-à-dire comment s'opposer aux véritables menaces qui s'acharnent contre notre continent et notre civilisation. D'ailleurs, plus globalement, on voit en ce moment que la Russie exige d'être payée en roubles au lieu d'être payée en euros et en dollars. D'ailleurs, ils refusent totalement le dollar et l'euro. Donc là, en fait, on passe d'une guerre militaire à une guerre militaire plus une guerre monétaire. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça rabat en fait les cartes au niveau mondial. Si la Russie n'accepte que des roubles, automatiquement, il va y avoir des bouleversements géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. Euh, et la puissance des États-Unis, la puissance de son empire, entre guillemets, c'est que c'est le dollar, en fait. Le dollar est omniprésent dans les échanges commerciaux mondiaux. Et en fait, si le dollar perd de la puissance, automatiquement, les États-Unis vont obligatoirement devoir réagir. Et ce qui peut entraîner d'autres conflits à venir, notamment avec la Chine. On voit très bien que la Russie se, se rapproche de plus en plus de la Chine et de l'Inde, ce qui ne plaît pas du tout aux États-Unis. Donc là, on entre aussi dans une guerre monétaire
qui peut potentiellement être encore plus dévastatrice pour l'euro notamment. Je vous remercie à tous pour vos questions, pour vos réponses plutôt très complètes. Nous avions beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Je suis désolé, on a largement dépassé la demi-heure promise. C'est la première édition de notre émission. Le format n'est pas forcément tout à fait fixé. Et je tiens à remercier mes trois invités, donc Thomas Joly, Roland Elie et Maxime Leroy. Ce n'est pas fini, j'ai vu que nous stagnions à peu près 37-38 participants tout le long. Je vous remercie à vous également. Là, nous allons passer à la phase de questions. Donc je rappelle que même si c'est Telegram, c'est-à-dire une messagerie, un réseau social, appelez-le comme vous voulez, assez libre, nous sommes quand même sous le coup de la loi. On rappelle, nous ne pouvons pas transcender les lois françaises. Je vais donc vous autoriser à lever la main et je vais vous laisser la parole que vous pourrez poser à l'un de nos invités ou aux trois. J'ai vu que Pierre-Nicolas Nups avait posé une question au tout début, je ne pouvais pas lui donner la parole, je vais lui donner et ensuite ce sera à Maxime Morlon. Pierre-Nicolas Nups, tu peux parler. Visiblement, il ne peut pas. Je t'ai donné la parole. Je t'entends. Ah, vous m'entendez? Bon, alors moi, ce n'est pas vraiment une question. Je souhaiterais revenir sur les sondages. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de jouer à l'original, mais je crois qu'il ne faut pas forcément prendre ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire qu'au début, lorsque les sondages étaient bons, et limite qu'on disait qu'Éric Zemmour pouvait devenir président, tout le monde était content, tout le monde brandissait ses sondages dans l'esprit militant. Et aujourd'hui, maintenant que les sondages sont mauvais, en l'espèce en dessous de 10%, eh bien tout le monde dit que les sondages sont bidonnés. Alors évidemment, je suis quand même un militant assez ancien maintenant. Je sais que les sondages sont parfois un peu truqués, qu'ils sont commandés par certaines personnes. Je pense notamment, je me rappelle, avec le frère de Florian Philippot, qui n'arrêtait pas de nous dire que son frangin était en train de monter systématiquement dans les taux de popularité. On a bien vu où il est aujourd'hui, il n'a obtenu qu'un seul parrainage. Bon, je sais que les sondages peuvent être bidonnés. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais été interrogé une seule fois pour le moindre sondage. Je ne sais pas si c'est le cas de nos internautes ou des intervenants, mais moi, je n'ai jamais été interrogé pour un sondage, ni INSEE, ni quoi que ce soit. Bon, toujours est-il que je suis un militant sur le terrain. Aujourd'hui, j'étais en train de tracter, parce que je suis membre à la fois du Parti de la France, et je suis aussi membre de Reconquête. Et je milite toutes les semaines. Moi, j'ai milité pendant des semaines et des jours entiers. Demain, je colle des affiches. Aujourd'hui, j'étais en train de distribuer des tracts. Je peux vous garantir que toutes les personnes qui distribuent des tracts pour Reconquête vous diront la même chose que moi. On rencontre très peu d'électeurs d'Éric Zemmour. Moi, personnellement, j'en ai pas croisé un seul, et je pèse mes mots. Je suis en même temps dans un département un peu particulier. C'est un des derniers départements socialistes de France, alors qu'aujourd'hui, le PS, il est donné à 1% absolument partout, mais je ne croise pas d'électeurs zémouriens. La moitié des gens ne veulent pas prendre les papiers. Ils ne nous traitent pas de fachos, ils ne nous insultent pas, mais ils nous disent qu'ils n'iront pas voter. Et les autres, eh bien, ils prennent le tract poliment parce que, comme disent les vieilles dames, oh, il est bien habillé, il est gentil le jeune homme, quoi. Mais c'est tout. Moi, je n'ai pas rencontré un seul électeur. Alors, j'imagine bien qu'il y en aura plusieurs, même peut-être plus d'1 million, mais je pense que les sondages ne sont pas si bidonnés que ça. Et je pense, puisque c'est l'autre point qui a été abordé, on nous a demandé pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour baissait dans les sondages. Alors là, c'est peut-être moi qui prends les vessies pour des lanternes ou mes désirs pour des réalités, mais je me suis aperçu que tant qu'Éric Zemmour faisait ce que les journalistes appellent de la provocation, tant qu'il tenait un discours radical, c'est-à-dire différent de Mme Le Pen, eh bien, il était en train de progresser. Et au bout d'un moment, son équipe, qui est composée, on le sait tous ici, qui est composée de tièdes, son équipe parisienne lui a dit écoute, il faut que tu te modères, parce que sinon, ça va t'empêcher de gagner les élections. Il l'a fait, notamment à son discours d'Agen, et c'est là qu'il a commencé à reculer. Ensuite, il s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Quand il est revenu dans ma région à Metz, il a de nouveau radicalisé son discours. Il a rendu hommage à tous les militants du Front National, et c'est là qu'il a commencé à remonter. Donc moi, je pense qu'il devrait arrêter d'écouter son équipe, qu'il devrait écouter plutôt son cœur, parce qu'Éric Zemmour, on sait très bien, il est comme nous, il est radical. Alors attention, je n'ai pas dit extrémiste, j'ai dit radical dans le sens de la césure, c'est-à-dire qu'il propose un programme différent des autres partis politiques, y compris de Mme Le Pen. Si on veut se dédiaboliser, on va au Rassemblement national. Si on se coupe de cette radicalité, de ce discours,
eh bien, nous n'avons plus de plus-value par rapport à ce que propose le Rassemblement national. Encore une fois, on n'est pas ici pour dédiaboliser, nous sommes là pour radicaliser. Voilà, ça c'est Tu as mon tout à opinion. fait raison, Euh, Pierre-Nicolas, je me militant. permets d'attendre. Voilà. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, tu le sais, tu es un ami, tu es aussi cadre du PDF, et je compte t'inviter lors une de mes émissions, ne t'inquiète pas. Et j'aurai plein de questions à poser Nous sur aurons ce l'occasion d'en sujet. parler. Maintenant, si je peux Bien conclure sûr. sur une chose, parce qu'on sera peut-être écouté, ce sera très court, je n'ai pas pu le placer auparavant, mais je tiens à dire, entre toutes les personnes qui hésitent au premier tour, en tout cas, de voter pour Éric Zemmour, qui hésitent en se disant peut-être qu'on devrait voter pour Madame Le Pen. On sait tous pourquoi est-ce que les gens votent pour Madame Le Pen. Ils votent pour Madame Le Pen parce qu'ils pensent qu'elle a plus de chances de passer et qu'elle pourrait mettre fin à cette immigration-invasion que nous subissons. Bon, eh bien, la question que j'ai à poser, à ces gens-là, c'est de réfléchir 2 minutes, d'être terre à terre et de se demander comment cette bonne femme serait capable d'arrêter le moindre immigré à la frontière, sachant qu'elle n'est même pas capable d'arrêter de picoler 1 heure avant le débat du second tour de l'élection présidentielle. Voilà, ça c'est la question que tout le monde doit se poser, que tout électeur frontiste sensé doit se poser. Merci. De toute façon, Marine Le Pen est une femme de gauche, donc elle ne fera rien de tout ça. J'aurais dit autre chose, mais je vais m'abstenir. Ah oui, il faut que je te... Merci Oui, Pierre-Nicolas pour ta question. Oui, je voudrais juste tempérer un peu ce que nous dit Pierre-Nicolas Lubs. Il faut savoir qu'il est dans une zone où le Front National et le Rassemblement National n'a jamais fait 5% quasiment. Donc évidemment, il dit qu'il rencontre pas beaucoup d'électeurs de Zemmour, mais vraiment voilà, c'est dans une zone, c'est voilà sur Nancy principalement, et c'est une ville très bobo, c'est l'équivalent un peu c'est le même électorat qu'on va dire qu'à Paris. Donc c'est certain, mais voilà, je voudrais tempérer puisque voilà, Roland Elie et moi-même n'avons absolument pas la même expérience sur de terrain, puisqu'on trouve beaucoup plus d'électeurs d'Éric Zemmour plutôt que de Marine Le Pen. Les gens sont quasiment presque honteux de voter Marine Le Pen, ou alors ils ne le disent pas, mais en tout cas, on a un très bon accueil et surtout pas d'indifférence. Donc voilà, tout dépend de la zone où vous êtes, mais c'est certain que si voilà, vous êtes dans le 16e arrondissement à Paris, même quoique, enfin voilà, dans certains endroits où il y a beaucoup de bobos, c'est sûr que c'est pas l'électorat la cible d'Éric Zemmour. Donc voilà, je voulais tempérer ce que disait le camarade Pierre-Nicolas Nubs, d'ailleurs qui n'avait pas de questions, mais qui voulait juste prendre la parole. Et d'ailleurs, comme l'a dit Alexandre, vous retrouverez dans ce forum du PDF un certain nombre de cadres du Parti de la France. Donc les invités vont tourner évidemment, ce ne seront jamais les mêmes. Et évidemment, Pierre-Nicolas Nubs, il y aura toute sa part. Oui, J'ai mais pas du tout aussi. Ah, excusez-moi, J'aurais allez-y. rajouté une chose par rapport à ce que nous a dit Pierre-Nicolas. Bon, moi, je suis aussi dans une région où le Front National n'a jamais fait des scores mirobolants. Et malgré tout, je répète, je vois des gens, lorsqu'on est sur les marchés, qui viennent qui se revendiquent ouvertement pour voter Éric Zemmour. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la grande majorité des gens, et là, tu as tout à fait raison, la grande majorité des gens ne vont pas dire pour qui ils votent, même s'ils sont acquis ou s'ils ont envie de voter pour Éric Zemmour, ils ne viendront pas le dire, et même pas aux militants locaux qui seront là en train de distribuer des tracts. Mais ça, c'est traditionnel. Rappelez-vous cette histoire à l'époque, en 2002, au moment où Jean-Marie Le Pen avait été au second tour de l'élection présidentielle, il y avait un village en Seine-et-Marne, si je me souviens bien, où il avait approché les 60% des voix, ou enfin, il a fait plus de 50% en tout cas. Et donc, la télévision avait été faire un reportage dans ce village, et ils n'ont pas rencontré une seule personne qui a dit, moi, j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen. Et pourtant, plus de la moitié des électeurs du village avaient voté Jean-Marie Le Pen. Donc ça, c'est classique, ça, c'est fréquent. Les gens, le vote caché, enfin, je ne sais plus exactement quelle était l'expression qui a été employée ces Oui, jours c'est ça. derniers. Le vote caché existe, voilà. Euh, c'est comme ça, les gens. Vous savez, on est dans un pays où les Français s'engagent peu politiquement. Il y a très peu de militants dans les partis politiques. D'ailleurs, cet engouement qu'il y a en faveur de Reconquête et le nombre de plus de 100 000 adhérents, 130 000 adhérents en quelques mois à Reconquête est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui s'est rarement vu. Enfin, ça ne s'est pas vu depuis. Je ne suis même pas sûr que le Front National, au meilleur moment, soit arrivé à ce
ce résultat-là. Donc, là, ce sont des vrais critères. Vous savez, quelqu'un l'autre jour me faisait remarquer un truc, c'est pas un sondage, mais ça pourrait presque avoir valeur de sondage. Marine Le Pen, justement, tenait un meeting il y a quelques semaines. D'ailleurs, je crois que c'est un des rares meetings qu'elle a tenu pendant sa campagne, à Ronchin, là, dans le Nord, là, enfin, dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription où ils sont implantés, où il y avait, je crois, enfin, d'après ce que nous pouvons apprendre dans les reportages, à peu près 1200 ou 1300 personnes. Au même moment, Zemmour faisait un meeting à Agen où il y avait 3500 personnes. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont aussi les connexions qu'il y a pu y avoir sur les chaînes YouTube respectives des uns et des autres sur les deux meetings en question. L'un, celui de Marine Le Pen, a atteint, je crois, à peu près 10 000 connexions, et celui d'Éric Zemmour a approché les 500 000 connexions. Ça, c'est des chiffres réels, c'est ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Macron qui les inventent. C'est des chiffres que l'on voit que tout le monde peut voir en consultant les YouTube. Et depuis, il y a dû y en avoir beaucoup plus d'ailleurs, parce que ces chiffres-là remontent à il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, les gens ne se manifestent pas, mais les gens sont là. Voilà. Faut pas se Ouais, décourager. je vois. Ouais, tout à fait. Moi, je vois également un engouement sur le terrain, parce que je suis aussi responsable local Reconquête dans une ville de 15 000 habitants dans la métropole socialiste lilloise. Et donc, dans ma ville, c'est une ancienne ville communiste. Pendant 80 ans, la mairie était socialiste. Elle a changé de bord, elle est devenue de droite il y a 3 ans. Et en fait, à chaque fois que je tracte ou je fais du boitage dans les rues, à chaque fois que je croise des gens et que je leur propose du coup les tracts et le programme d'Éric Zemmour, 3 quarts du temps, c'est des électeurs de Zemmour. Pourtant, je viens d'une ville qui a voté communiste pendant 80 ans et on sent vraiment un espoir retrouvé chez des gens qui en ont marre du discours, depuis 40 ans, des politiques, la langue de bois, ils en ont marre en fait. Donc c'est assez encourageant. Ah, effectivement, Pierre-Nicolas, tu viens certainement d'une région qui historiquement ne vote pas droite nationale, du coup c'est plus compliqué, mais au niveau national, peut-être que voilà, il y a un réel engouement, je pense. Cela étant dit, Pierre-Nicolas Nux a tout à fait raison de souligner que c'est dans la stratégie de rupture que l'on prospère. Si c'est pour dire la même chose que Valérie Pécresse, autant voter directement Valérie Pécresse ou Macron. Et malheureusement, enfin malheureusement pour elle, c'est la stratégie qu'a choisie Marine Le Pen. Bon, moi je pense que si aujourd'hui on remet encore la sauce sur Marine Le Pen, c'est parce que voilà, Jean-Marie Le Pen a réussi un coup de force extraordinaire. En 40 ans, il a réussi à imposer l'idée auprès de tout le monde, auprès des médias, auprès de tout le monde, que quand ça allait mal, eh bien, on allait voter Le Pen, L-E-P-E-N. Bon, aujourd'hui, la plupart des gens qui vont dire on va voter Marine Le Pen parce qu'on demande autre chose, c'est parce que pour eux, c'est la même idée que celle il y a 10 ou 15 ans. À l'époque, on votait pour Jean-Marie Le Pen. Bon, bah, les histoires internes au Front National, et bien peu de gens sont au courant, évidemment. Mais le drame de Marine, c'est qu'elle n'a pas su continuer, enfin, de garder la position qui était celle de son père, qui à l'époque apparaissait effectivement comme une position révolutionnaire, entre guillemets, par rapport au système. Et c'est cette position qu'incarne aujourd'hui Éric Zemmour. C'est pour ça que je pense que l'avenir est de son côté et non pas du côté de ceux qui sont prêts à s'aligner sur les positions des partis classiques du système. Et effectivement, nous avons tous espoir en Éric Zemmour parce que nous aimons tous la France. Avant de donner la parole à Maxime Morlon qui vient des Vosges, je tiens à dire que n'hésitez pas à parler autour de vous. Vous savez, le bouche à oreille, le partage sur les réseaux sociaux, c'est hyper important concernant le forum du Parti de la France. Je vois que vous êtes 40 et c'est magnifique. Et je suis persuadé qu'on pourra peut-être même doubler ce chiffre la semaine prochaine. La parole maintenant est à Maxime Morlon. N'oublie pas, c'est une question, pas une tribune. Voilà, Tu peux- voilà, je vous entendez. Tout à fait. On t'entend. Alors, donc, bon, moi aussi, bon, pour rebondir aussi au propos de Pierre Nicolas, alors, bon, moi,
j'ai la particularité, donc c'est que je vis sur le département de la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, voilà, d'où je viens. Or, c'est vrai, deux sociologies électorales complètement différentes. Hein. C'est vrai que la sociologie électorale de la métropole nancéenne, notamment bien particulièrement la métropole nancéenne, est assez proche de celle de Paris, même des beaux quartiers parisiens. C'est beaucoup de bobos, c'est pour ça que ça vote beaucoup à gauche. En plus de ça, bon voilà, avant on avait quand même une majorité centre-gauche avec Laurent Hénard, et c'est passé donc sous une majorité PS Europe Écologie Les Verts suite donc forcément au Covid, hein, qui a empêché de mobiliser l'électorat qui est quand même assez faut dire assez ancien du centre-ville. Hein. Donc ça c'est une chose, donc ça pour Nancy. Et par contre c'est vrai que dans les Vosges, bon moi je viens d'un village où en 2002 ça avait voté à 65% pour Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et d'ailleurs, le FN, RN, depuis 2002, fait plus de 50%, d'ailleurs, et arrive tout le temps en tête à chaque élection donc nationale et même plus localement, comme c'est des régionales, enfin ce type d'élection en tout cas. Voilà. Alors après aussi, moi je suis donc justement aussi cadre de Reconquête donc dans le 54. Hein, et nous avons fait un petit sondage donc au plan national avec Génération Z. Hein, donc un sondage qui a été réalisé par les militants, donc notamment dans les villes à la sortie de centres commerciaux, des micro-trottoirs, enfin, genre sur les trottoirs, et puis aussi en allant faire du porte-à-porte. Et sur ces sondages-là, alors c'est simple, on a Macron qui arrive en tête hein, avec 24,5% des voix, et Zemmour lui est deuxième. Donc avec quasiment 18%. On a en troisième position Mélenchon avec 14,5 et Marine Le Pen, elle est seulement quatrième avec moins de 10% des intentions de vote. Quoi. Voilà. Et Pécresse, elle est complètement dans les choux, en dessous des 5%. Alors, c'est sur un échantillonnage de 6200 personnes. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'est fait quand même assez souvent dans les villes. Donc, je rejoins ce que disaient aussi Thomas et Roland. C'est vrai que je pense aussi qu'il y a un vote caché pour Zemmour, comme c'était le cas aussi avec Jean-Marie Le Pen par le passé. Hein. Je pense que les gens ne veulent pas faire voir tout simplement ce qu'ils votent. Hein, parce que c'est vrai que comment la façon qu'on a diabolisé Le Pen, bah aussi on la retrouve cette façon-là chez Éric Zemmour, hein, la façon qu'il est diabolisé aussi. Donc, pour moi, clairement, je pense qu'Éric sera au second tour. Après le second tour, ça sera une autre histoire. Et pour moi, clairement, Marine Le Pen, elle est beaucoup trop. Enfin, pour moi, elle est élevée. Et d'ailleurs, ça peut expliquer qu'elle soit élevée pour justement la pousser les gens justement à voter pour elle afin de la pousser au second tour, ce qui arrangerait bien entendu Emmanuel Macron pour sa réélection. Du coup, c'était quoi la question? Alors, bah moi, c'était pas vraiment une question, c'était surtout une réaction par rapport à ce qui avait pu être dit là. Donc après voilà, c'était pas vraiment une question, je veux dire. C'était surtout pour compléter les propos qu'il y avait notamment sur les sondages. Et donc après, bon, je pourrais rajouter aussi, c'est aussi la sociologie électorale joue énormément. Hein. C'est clair que moi, j'ai un milieu assez paysan, on va dire ça, des Vosges, et c'est pas du tout la même électorat que l'électorat ancien, et encore moins des autres grandes villes françaises comme Lyon ou Paris. Quoi. Voilà. Rappelons bien le format de l'émission. Merci pour ce témoignage. Le format, il est peut-être amené à évoluer, on ne sait pas. Mais actuellement, ce sont des questions par rapport aux problématiques pour nos invités. Je ne sais pas si vous en avez. Je vois personne qui lève la main. Ne soyez pas timide, voyons. Je ne sais pas. Visiblement, il n'y a plus de questions. Oui, peut-être qu'on a été très complet aussi également, mais bon, après, il faut pas que les auditeurs hésitent à poser une question qui peut leur tenir à cœur ou sur les sujets qu'on a abordés. Il y a eu un vaste panel de sujets qu'on a pu aborder, de thèmes d'actualité, on va dire. Donc, tu pourras peut-être rappeler Alexandre aussi, là, vu que l'émission touche à sa fin, que dès la semaine prochaine, il y aura une émission. Tu pourras même donner les noms des invités si tu te souviens.
Il me semble que les invités, ils n'étaient pas certains pour l'un d'entre eux. Alors moi je peux les confirmer. Donc Christophe de Villers, donc qui est le délégué régional du Parti de la France pour la Franche-Comté, donc sera présent, sauf si la conseil municipal, il est conseiller municipal de Ronchamp et il est possible que il est conseil municipal ce soir-là. Donc évidemment il sera remplacé par un autre cadre du Parti de la France. Et sinon il y aura Guillaume Aguillet qui est l'adjoint de Bruno Hyrou, secrétaire général du Parti de la France. Et l'invité de cette émission sera Lucien Lachance du Soleil se lève, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent. Qui est avec nous Donc, actuellement. ce seront les trois prochains invités de ton émission, Alexandre. Bah, c'est parfait, surtout que Lucien Lachance est actuellement avec nous, de ce que je peux voir dans les spectateurs. C'est super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été tous présents. On a quand même dépassé les 40 membres, ce qui est très bien, je pense, pour ce type de format, pour une première émission et pour ce média. N'hésitez pas à faire la pub du forum du PDF pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas si on reverra le format, parce qu'effectivement, on a un peu dépassé en termes de durée, mais je pense que c'était une émission tout à fait intéressante. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Il y aura normalement une rediffusion de celle-ci dans le channel du Telegram. Si vous voulez la faire partager à quelqu'un, c'est le meilleur moyen. Et je remercie à tous les invités d'avoir été là et tous les spectateurs d'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toi. Bonsoir à tous.